Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes dans la meilleure salle, c'est celle où soit vous regardez l'écran, soit vous me regardez moi, et où j'ai personne au milieu, donc c'est vraiment la meilleure salle. Donc je vais regarder mon écran moi aussi, comme ça on sera quitte. Bonjour à tous, donc je m'appelle François Zaninotto, je suis très content de venir ici pour la 3e fois. Je dirige une entreprise qui s'appelle Marmelab, et pour commencer j'ai une confession à vous faire. J'adore les Lego. Pour moi, c'est la plus grande invention du XXe siècle, loin devant les antibiotiques, le transistor, le Walkman et le Minitel. En plus, c'est une invention qui est vraiment super simple. C'est des picots ronds séparés de 8 mm, une base creuse pour enficher ces picots en dessous, un plastique dur et lisse, et c'est tout. Et pourtant, il aura fallu pas mal de temps à son inventeur pour affiner le concept. Son inventeur, c'est lui, Ole Kirk Christiansen, un charpentier danois. Il n'a pas l'air sur cette photo, mais c'est un sacré déconneur. En 1932, Ole il crée les premiers Lego en bois. Alors c'était pas un très bon choix parce que ces pièces tenaient pas bien ensemble, ça s'usait vite. C'est l'invention des matières plastiques dures qui va révolutionner le concept et faire que les Lego deviennent vraiment faciles à emboîter. C'était en 1958. 1932, 1958, il aura donc fallu 25 ans à ce charpentier pour affiner le concept. 25 ans, comme quoi une idée simple, ça peut prendre du temps. Et dans ma famille, on est tous des fans de Lego. Voici ma fille Nina, avec une maquette du Flatiron Building à New York. 471 pièces, 2h30 de montage. Je vous présente mon fils Samuel avec le chat sorti qu'il a construit. 355 pièces, 1h30 de montage. Ça, c'est le petit dernier, Sacha, qui met déjà les mains dedans. 3 pièces, 3 minutes de montage, ça va vite. Et ça, c'est moi, avec ma dernière création. Je l'ai appelé Révolution 9. C'est un projet ambitieux, spectaculaire. 63 pièces, 3 jours de montage. J'espère pouvoir bientôt le proposer au centre Pompidou à Montauban. Et pour tout vous dire, je suis ce qu'on appelle un AFOL, un adulte fan of Lego. Mon nom, c'est Bernard Paquet et mon surnom, c'est Lego Puff. Moi, c'est Luce Bro et mon surnom, c'est Spalus. Puis aussi, un nom pour les adultes comme nous autres, on appelle ça les AFOL, A-F-O-L, Adult Fan of Lego. Et oui, alors s'il y a des émissions de télé dessus, c'est que les AFOL, ça commence à être un phénomène de société. Il y en a peut-être dans cette salle, je ne sais pas s'il y a des adultes fans of Lego dans cette salle, levez la main pour voir. On se sent un peu seul, mais il y en a quelques-uns quand même. Votre voisin, votre voisine, regardez-le bien, et peut-être aussi un AFOL. Les AFOL, c'est souvent des inventeurs, c'est des bâtisseurs, ils assemblent des briques sans plan, sans boîte, guidés par leur seule imagination. Et vous ne trouverez pas de boîte ou de plan pour ces assemblages. Ils sont uniques, ils sont nés dans l'imagination de leur créateur. Ils peuvent nécessiter un travail considérable et certains de ces montages sont tellement remarquables qu'ils s'exposent dans les musées, comme cet assemblage de Nathan de Savoya, exposé cet été au Parc de la Villette à Paris. Tout ça pour vous dire que les Lego, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Alors, si vous êtes dans cette salle, c'est probablement parce que vous préférez jouer avec des ordis plutôt qu'avec des Lego. Mais l'idée simple des Lego, on la retrouve dans pas mal de jeux vidéo, en définitive. Et le plus proche, évidemment, c'est Minecraft. Il y a peut-être dans cette salle des AFOM, des adultes fans of Minecraft. Levez la main pour voir, n'ayez pas peur. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que ça. Alors, le principe de Minecraft, il est encore plus radical que celui des Lego, puisqu'il n'y a qu'une taille de bloc, mais elle représente un avantage considérable, c'est qu'on peut collaborer par centaines sur une même création, et travailler en 3-8. Et donc ça donne des créations encore plus grandioses qu'en Lego, comme cette recréation de l'univers de Harry Potter qui fourmille de détails. On va passer. Bref, avec ces petits composants standardisés qui offrent une interopérabilité simple, on peut tout construire. On peut tout construire. La maîtrise des composants fait de nous des maîtres bâtisseurs, en quelque sorte des dieux, en Lego comme en Minecraft, et ça, c'est vraiment génial. Oui, mais il y a juste un problème. Avec des Lego, construire des ensembles très complexes, c'est très très long, aussi long que de bâtir une cathédrale. Comme on ne manipule que des briques élémentaires, ça prend des plombes. Et même en Minecraft, d'ailleurs, c'est lourd. Il y a des modes de construction disponibles qui permettent de
modeler des terrains ou de faire du copier-coller, mais la plupart des assemblages se font bloc par bloc. Je vous donne un exemple concret. Un des derniers avantages de mon fils, c'est la cabane du pêcheur, un ensemble de plus de 2000 pièces. Samuel a mis 10 heures à la monter. 10 heures d'affilée, il n'a que 8 ans. Pour vous dire, la dernière fois qu'il a passé 10 heures d'affilée concentré sur quelque chose, c'est quand il sortait du ventre de ma femme. Donc c'est vous dire si ça a demandé un travail considérable. Et puis cet ensemble qui est au bureau pour que les enfants du personnel puissent y jouer quand un des collaborateurs a un problème de garde, et ben cet ensemble il commence à nécessiter des réparations. Il y a un bout de toit qui est parti, la rambarde a perdu un barreau, on a bizarrement des pièces en trop, et puis la réparation s'avère compliquée. Il faut retrouver dans le manuel de 252 pages l'étape où on construit cette partie. Identifier les pièces, il faut les commander sur le site lego.com, démonter la rambarde, la remonter avec la nouvelle pièce et la remettre. Et ben pour moi, vous voyez, monter la cabane du pêcheur, c'était rigolo la première fois avec mon fils, mais pas au point de le refaire. En bon informaticien, je me dis que si je fais la même chose 2 fois, ben quelque part c'est un constat d'échec. Moi je suis plutôt adepte du copier-coller, vous voyez. Et alors du coup, pour réparer la cabane du pêcheur, ben, j'aimerais bien pouvoir commander des blocs entiers préfabriqués, plutôt que des pièces à l'unité. Un toit, une tour, appelons ça un macro-composant. Alors j'ai cherché, et ben figurez-vous que personne ne vend ça. On trouve que des boîtes de pièces non assemblées, ou bien des maquettes complètes. Il semble que personne n'ait jamais eu besoin d'acheter des macro-composants. C'est peut-être qu'il n'y a pas assez d'informaticiens qui jouent au Lego, ou peut-être que je suis pas un vrai affole. Alors, un vrai affole, c'est vrai, il n'hésiterait jamais à tout détruire pour remonter à nouveau brique par brique, et ça fait probablement de moi un faux affole. Mais avant de vous moquer de moi, mettez-vous un peu à ma place. Si votre métier, c'était de construire des très grands ensembles à partir de tout petits éléments, bah, au bout d'un moment, ça vous ennuierait, non? Mais attendez, en fait, votre métier, c'est exactement ça, non? Vous construisez des applications web complexes en assemblant des tout petits blocs que sont les éléments du langage HTML. Et les éléments du langage HTML, c'est des composants tout comme des briques de Lego. Et ils vous permettent de construire des sites web, toutes sortes de choses merveilleuses, comme cette page d'accueil de la pizzeria Osteria 3, qui est un assemblage savant d'éléments comme H1, div, image et marquis. Mais dès qu'on essaie de construire des grosses applications avec une logique métier importante, avec ces tout petits éléments HTML, eh ben on se retrouve avec le même problème qu'avec les Lego. Ça prend beaucoup de temps. Et du coup, ça coûte cher, très cher. L'interface que je vous montre ici a été achetée par Microsoft pour 26 milliards de dollars. 26 milliards de dollars de HTML. C'est vous dire que c'est un très cher assemblage d'éléments. Et à mon avis, ça prouve qu'il y a peut-être un petit problème. Et moi, en bon informaticien, si on me demandait de construire cette page, j'aimerais bien assembler des gros ensembles plutôt que des petites balises, comme en Lego. Mais alors, qu'est-ce qui correspond à un mur, à un toit, à une rambarde sur cette page? Bon, on peut imaginer un macro-composant pour la barre de navigation, un autre pour le profil, peut-être un pour le menu principal, encore un pour les recommandations, et puis ces macro-composants eux-mêmes, ils pourraient être découpés en plus petits composants, comme un moteur de recherche, un menu de navigation, une bio, etc. Et on pourrait continuer à découper comme ça pour arriver à des composants assez élémentaires. Et si chacun de ces composants avait une représentation HTML, eh ben on pourrait les assembler avec d'autres éléments HTML. Imaginez des composants de métier comme navigation, profil, recommandation, chacun avec des propriétés liées à leur contenu, leur style, leur comportement. En fait, ça serait ce qu'on appelle un DSL, un Domain Specific Language. Si on avait des macro-composants comme ça, eh ben, créer des applis web, ça irait beaucoup, beaucoup plus vite, ça serait même beaucoup plus facile. Tellement facile que on pourrait confier le travail non pas à des développeurs qui sont un peu forts et qui ont la barbe mal taillée, mais à des intégrateurs qui sont en général mieux de leur personne et surtout moins chers. D'où un double bénéfice financier et olfactif. Alors, à quoi ça ressemblerait un macro-composant? Imaginez un composant non standard, comme ici... j'ai cassé le micro. Imaginez un composant non standard comme Subscribe Button, que vous voyez ici, qui, une fois utilisé dans un document HTML, se transformerait d'un coup de baguette magique
en un ensemble complexe de composants élémentaires, une balise A, une balise image, une balise style, une balise script. Ça ressemble à du templating, mais en fait c'est plus que ça, puisqu'il faut que ces macro-composants soient composables avec les éléments du HTML. Et bien figurez-vous que d'autres personnes ont déjà eu la même idée. Le standard HTML contient une spécification qui s'appelle les Web Components. Il y a eu d'ailleurs hier dans cette salle une présentation qui a abordé le sujet. Et ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous montrer. Malheureusement, les Web Components ils sont bien supportés que sur Chrome. Et puis leur API est tellement lourde qu'elle est en fait inutilisable sans une surcouche. Et Polymer.js, c'est justement une surcouche open source qui permet d'utiliser les Web Components sans trop de difficultés. Et puis, pour une plus grande compatibilité, il faut se tourner vers des implémentations en JavaScript pur de moteurs de composants, comme les frameworks open source, React, Vue et Angular. Notez que je ne mentionne pas jQuery. Et oui, le papy des frameworks JavaScript ne permet pas de faire des composants. Donc si vous l'utilisez, il va falloir songer à le mettre à la retraite. Ce qui distingue React, Vue et Angular, c'est principalement la façon dont ils entremêlent le HTML et le JavaScript. À gauche, vous avez un exemple de composant React qui met du HTML dans son JS, avec une syntaxe spéciale qui s'appelle JSX. Et à droite, vous voyez un composant HTML Vue.js avec des directives spéciales comme vModel qui simulent du JavaScript dans le HTML. Alors, est-ce qu'il y a une syntaxe meilleure que l'autre? Non, en fait, c'est vraiment une affaire de goût. Chaque approche a ses avantages, ses inconvénients. Et de toute façon, mêler deux langages, c'est obligatoire quand on fait du templating. Et puis, ces librairies ont vraiment beaucoup en commun. Alors évidemment, elles ont des différences. Chacune va briller un peu plus que l'autre dans certaines situations, mais globalement, elles sont toutes très bonnes et vous ne ferez pas un mauvais choix en prenant l'une ou l'autre. Bon, malheureusement, vous trouverez beaucoup de gens très dogmatiques qui prétendent que telle librairie est la seule bonne et qui sont prêts à en découdre si vous dites le contraire. Pour moi, la librairie que vous choisirez est moins importante que le fait d'avoir une approche orientée composants, et c'est là-dessus que je vais insister. Et pour la suite de cette présentation, j'utiliserai React, qui est la librairie que je maîtrise le mieux, mais tout ce que je vais vous dire est également valable pour Polymer, Vue, Angular. Donc je résume, toutes ces librairies sont bonnes, mais React est la meilleure. Donc un framework de composants, comme React.js, fournit le mécanisme pour assembler des éléments HTML et publier des composants plus gros. Donc là, vous voyez comment React permet de créer le fameux composant subscribe button que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le problème est réglé? Eh ben non. Non, parce que ça ne répond pas à mon besoin, souvenez-vous. Moi, je ne veux pas un système pour assembler des briques élémentaires. J'ai mon fils pour ça. Ce que je cherche, c'est des gros composants tout faits. Il n'y a que comme ça que mon développement web va se faire à une vitesse supportable. Figurez-vous que d'autres personnes ont déjà eu la même idée. Il existe en fait pléthore de bibliothèques de composants React pour faire des boutons, des onglets, des barres de navigation, des fils d'Ariane. Et en plus, elles ont le bon goût de ne pas réinventer le design. Elles se basent sur des styles éprouvés comme Bootstrap, Material Design, Semantic UI. Là, à l'écran, vous avez une librairie qui s'appelle Semantic UI React et qui propose des jolis boutons stylés à la Semantic UI. Voici une autre librairie qui s'appelle React Bootstrap et qui propose des jolis boutons stylés à la Bootstrap. Et voici enfin une librairie qui s'appelle Material UI et qui propose des jolis boutons stylés à la Material Design. En fait, je vous avoue, je suis un petit peu dubitatif. Oui, ces bibliothèques sont très utiles parce qu'elles me permettent de gagner du temps pour arriver à un résultat joli. Mais je devrais quand même assembler des petits composants. En fait, ces bibliothèques proposent juste des versions plus jolies des éléments de base du HTML, comme l'élément button. Et pour moi, ces bibliothèques de composants, c'est un peu comme des boîtes de Lego issues d'une licence, comme Lego Star Wars. Je les vois comme des boîtes de pièces plus stylées, mais les pièces sont toujours pas assemblées. Et à nouveau, si je dois faire des faucons Millennium toute la journée, ça va me saouler d'assembler autant de pièces qu'il y a de boutons sur le visage de Marc Hamill. C'est-à-dire, excusez du peu, 1414. Et puis, je vais vous citer un autre exemple, un autre défaut de ces boîtes de Lego jolies. Elles ne servent à rien. C'est vrai, je ne peux pas trouver du travail avec, je ne peux pas appeler ma tante avec, je ne peux pas trouver l'âme sœur avec. Je peux faire qu'une maquette et à la rigueur la mettre sur mon étagère. Et alors pourquoi ces ensembles ne servent à rien? Parce qu'ils sont statiques. De la même façon, une page web construite en assemblant les composants stylés des bibliothèques dont je vous ai parlé, elle restera elle aussi statique. Alors oui, elle sera plus jolie que celle de la pizzeria Osteria de tout à l'heure, mais ça restera une page.
Or, ce que demandent nos clients aujourd'hui, ce n'est pas des pages web, c'est des applications web qui leur permettent de réaliser des tâches complexes, comme trouver du travail, appeler leur tante ou trouver l'âme sœur. Alors vous allez me dire, et Lego Technics, et Lego Mindstorms pour les plus connaisseurs. C'est vrai, dans le monde des Lego, il existe des composants qui permettent d'animer les maquettes, des contrôleurs, des chaînes de transmission, des engrenages. Et avec ces pièces-là, les amateurs fabriquent des assemblages qui peuvent effectivement servir à quelque chose, comme cette machine à poser les ponts en Lego. Alors vous avouerez qu'avec des montages comme ça, on a dépassé le stade de la maquette et qu'on peut commencer à imaginer gagner sa vie avec des Lego. Et la question que je me pose en voyant ça, c'est, et pour nous, les développeurs web, quand on utilise un framework de composants, c'est quoi l'équivalent de ces pièces dynamiques? Eh bien, ce sont des librairies spécialisées dans la gestion du routing, dans la gestion des formulaires, de l'internationalisation, toute une tuyauterie sophistiquée qui permet de gérer des interactions complexes avec les utilisateurs. Le plus beau, c'est que ces mécanismes sont fournis sous la forme de composants eux-mêmes qui sont faciles à assembler avec les composants stylés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ça me permet d'affiner la définition d'un macro-composant. Ça serait donc un composant dynamique et par défaut joli. Il devra s'appuyer à la fois sur des UI kits et sur la quincaillerie dont je viens de parler. Et si quelqu'un faisait ce genre de composant, ça accélérerait vraiment, vraiment beaucoup le développement. Et bien, figurez-vous que d'autres personnes ont eu la même idée, mais pas beaucoup. On trouve quelques macro-composants dynamiques en React, comme ici Reactable, qui fournit les fonctionnalités d'une table de données avec tri, filtrage, pagination. Le souci, c'est que l'écosystème React, il est encore un peu trop jeune. Il n'y a pas de consensus sur la bonne façon de gérer l'état, de gérer les transitions, le look and feel. Du coup, si on trouve quelques macro-composants individuels, leurs API diffèrent et il faut pas mal de travail pour les faire communiquer. Donc en fait, le Saint Graal, ce n'est pas un macro-composant, ça serait un ensemble cohérent de macro-composants conçus pour être utilisés les uns avec les autres. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette idée? Eh bien, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Alors, c'est un peu normal. Notez, si le Graal était si facile à trouver, on serait tous immortels, hein, et on aurait d'autres problèmes à régler que de faire des sites web, comme par exemple, à quoi ça sert la prison? Puisque en étant immortel, on finira toujours par en sortir. Ou alors, pourquoi interdire les drogues? Parce que de toute façon, on n'en mourra pas. Ou alors, quand est-ce qu'on prend sa retraite? Quand on est immortel. Bon, je m'égare, ces problèmes ne se posent pas encore, donc on va revenir à des problèmes plus actuels. Pourquoi ça n'existe pas une bibliothèque de macro-composants? Eh bien, à bien y réfléchir, c'est un peu normal que ça n'existe pas, parce que ces macro-composants, ils répondent à un besoin complexe, donc spécifique. Qui d'autre que LinkedIn pourra utiliser une bibliothèque avec des macro-composants profils ou recommandations? Si vous-même vous créez des macro-composants, vous le ferez pour le domaine sur lequel vous travaillez. Vous voyez ici le genre de composants que pourraient développer les équipes de LinkedIn, Blablacar, La Fourchette ou Doctissimo. On voit que certains ont peut-être plus de chance que d'autres. Mais surtout, vous voyez que ces composants ne sont pas tous réutilisables dans un autre contexte. Hein. Un restaurant chez votre toubib, des horaires d'ouverture pour un contact sur LinkedIn, une coloscopie dans un restaurant. Ouais, bien sûr, madame, vous la voulez rosée ou à point, hein? Donc, non, effectivement, ils ne sont pas réutilisables, à moins que. Il existe un domaine spécifique, mais somme toute très commun, c'est le domaine des back-office, que je vais appeler admin, d'ailleurs, pour que ça évite la confusion avec le terme back-end, qui désigne autre chose, et avec le terme backroom, qui désigne encore autre chose. Rassurez-vous, je n'ai pas d'image pour illustrer ce terme-là. Vous voyez, LinkedIn, La Fourchette, Blablacar, Doctolib, ils ont tous besoin d'une interface pour les administrateurs. Ces super utilisateurs qui doivent avoir accès à toutes les données en lecture et en écriture. L'interface d'admin, tous les projets sur lesquels moi j'ai travaillé ces 10 dernières années en avaient besoin d'une. Dans sa plus simple expression, une administration, c'est une interface CRUD devant une base de données, à la PHP-MyAdmin. Sauf que si vous mettez ça dans les mains d'un opérationnel, c'est très vite la catastrophe. C'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous ici. En général, les entreprises, elles développent leur propre admin sur mesure. Les plus riches appellent ça un ERP, mais le principe est le même. Donc les administrations, voilà un besoin suffisamment générique pour créer des macro-composants qui auront une chance d'être réutilisés souvent.
Eh bien, il n'y avait pas de bibliothèque de macro-composants pour faire des administrations, alors on l'a fait. Ma société développe depuis 2 ans une librairie open source qui s'appelle ReactAdmin et qui est exactement le Saint Graal dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure. Et pour que vous compreniez ce dont il s'agit, voici une démo rapide. ReactAdmin a permis de construire cette application web qui est l'administration d'une boutique de posters fictive. Le propriétaire de cette boutique peut y gérer ses clients, il peut faire des statistiques sur leurs visites, il peut gérer son catalogue de posters, rechercher des commandes avec une recherche multicritère, il peut marquer une commande comme expédiée, il peut même aller jusqu'à modérer des commentaires. C'est un bon cas d'école pour une librairie d'admin générique, et vous voyez ici comment ReactAdmin s'en tire. Avec plus de 5000 stars sur GitHub, ReactAdmin, c'est un projet déjà assez populaire pour que les conseils que je vais énoncer aujourd'hui s'appliquent à d'autres. Parce qu'en fait, en concevant une bibliothèque de macro-composants d'administration, on a découvert des pratiques pas forcément intuitives, mais qui sont cruciales pour bien réussir ses propres macro-composants. Ces secrets de fabrication, c'est un petit peu comme ce qu'a découvert Ole Kirk Christiansen, vous savez, après 25 ans d'expérimentation, sauf qu'avec la technologie moderne, on n'a mis que 2 ans à découvrir ce qui fait que les macro-composants s'assemblent, ce qui fait qu'ils tiennent ensemble, ce qui fait qu'ils vibrent ensemble, en fait, ce qui fait qu'on les aime, quoi. Vous voyez, je réalise que ma dernière phrase serait une super introduction pour une émission de télé-réalité, du genre le Bachelor, la finale. Marco va-t-il choisir Naël la belle rousse ou Mimi la petite blonde? La révélation, c'est juste après la pub. Je sais pas si j'ai raté ma vocation, vous me direz à la fin de la séance. Bref, je vais à présent vous révéler les leçons qu'on a apprises. 7 conseils assez techniques et au nom mystérieux, parce que, en bon fan de Joséphine Ange Gardien, j'ai le goût du mystère. Donc n'essayez pas de prendre en photo ce slide, et ça ne sert à rien à ce stade. Et puis, pour tout vous dire, c'est la partie de ma présentation pendant laquelle les non-développeurs peuvent dormir. Installez-vous confortablement, c'est promis, on ne fera pas trop de bruit. Bien, tout d'abord, divisez le travail pour que chaque composant ne fasse qu'une seule chose, mais bien. Si un composant fait plusieurs choses, découpez-le en plus petits composants. Je vais vous donner un exemple. Dans toute administration, il y a des tableaux de données. Ici, vous voyez une liste d'articles avec pour chacun un titre, une date de publication, un nombre de vues, un auteur. Pardon. Mais pour afficher cette page à partir d'un composant de liste générique, il faut définir un certain nombre d'options, comme par exemple les filtres, les champs, la pagination, etc. Dans sa première version, le composant de liste de ReactAdmin, il prenait en paramètre des objets de configuration pour les filtres et puis pour les colonnes à afficher. Le problème, c'est que ce macro-composant liste, il faisait beaucoup de choses, trop de choses. Il requêtait la route de l'API pour récupérer les données, il affichait les filtres, il gérait leur formulaire, il affichait un tableau de données, et puis il gérait le tri par colonne, il affichait les données elles-mêmes en adaptant le format au type du champ. Ce macro-composant liste, il comptait facilement plusieurs centaines de lignes de code. C'est trop pour garantir une bonne lisibilité, une bonne maintenabilité. En matière de macro-composants, en fait, moi, quand je parle de macro, c'est pas relatif au volume de code, c'est vraiment au service rendu. Et donc, on peut dire qu'un macro-composant, c'est beau quand c'est petit. Et avec ReactAdmin, on a trouvé un moyen d'éviter que les macro-composants aient trop de code. Ça consiste à diviser un gros composant en composants élémentaires ayant une seule responsabilité. Et voilà comment ça s'est traduit dans la liste d'articles. Le nouveau composant liste, il s'occupe de récupérer les données, ici une liste de publications, mais pas de les afficher. Il va passer les données à un sous-composant display, défini dans ses propriétés, qui, lui, a la responsabilité de les afficher. En l'occurrence, ici, c'est un composant DataGrid. Et donc, lui, il va afficher les données dans une table, mais ce n'est pas la DataGrid qui s'occupe de savoir quelle colonne afficher dans cette table. Ce sont les composants définis dans la propriété Fields. Pareil pour le composant Filter, qui a charge de gérer et d'afficher les filtres. Et on peut même aller encore un petit peu plus loin en choisissant une propriété de la liste, ici la propriété Display, et la renommer en Children. Et donc ça permet d'utiliser l'arborescence comme une forme de composition. Et ça permet d'écrire du code bien plus lisible. Énorme avantage, je peux échanger chacun de ces composants par un autre. Si j'ai besoin d'afficher les données dans un autre format qu'une DataGrid, eh ben, je peux réutiliser toute la logique du composant liste, qui est commune, et juste changer son fils. Je peux fournir ma propre implémentation des filtres, voire créer un type de champ spécialisé pour afficher les dates sous la forme il y a tant de jours.
Comme tout est composant, la modification d'un composant se fait par la composition avec un autre composant. Et c'est hyper puissant. Cette méthode qui consiste à remplacer un élément par un autre, Staline ne l'aurait pas renié. Il était un des précurseurs de la retouche d'image, comme ici sur une photo avec Nikolai Yezhov, retouché après sa condamnation à mort en 1940. Mais s'il avait connu les composants, Staline il aurait pu aller un cran plus loin et remplacer Nikolai par son nouvel ami Brad. Et je vous ai montré comment remplacer la configuration par des sous-composants, mais on pourrait même appliquer la séparation des responsabilités à chaque composant, en mettant d'un côté la logique de préparation des données, appelons ça le contrôleur, et de l'autre la logique de présentation, appelons ça la vue. Si ça vous rappelle le pattern MVC, c'est pas un hasard. L'avantage, c'est que chaque composant est testable indépendamment et que vous pouvez facilement surcharger la partie présentation sans recopier toute la partie logique. Et pour séparer la logique de la présentation, le composant parent peut, comme sur cet exemple, cloner son composant fils, la vue, en lui passant les propriétés qu'il a calculées. Et il y a un autre pattern très à la mode, celui des render props, qui évite le clonage du composant fils. Bon, il force les développeurs à fournir une fonction comme fils et non un composant, donc il y a aussi des inconvénients. Les deux approches ont leurs bénéfices et leurs inconvénients, en fait, et ReactAdmin utilise les deux. Et ça nous a notamment permis d'extraire la partie interface de la librairie, ce qui rend possible une skin ReactAdmin pour Bootstrap ou Semantic UI. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous réduirez les responsabilités de chaque composant, plus votre code sera modulaire et facile à tester. Un bon moyen mnémotechnique, c'est de se dire que si un composant fait plus de 100 lignes de code, il est peut-être nécessaire de le découper en un parent et un enfant. Découper parents et enfants, voilà qui nous met sur la voie pour savoir qui a inventé la formule diviser pour mieux régner. Elle n'est pas de moi, pour tout vous dire. Elle est de Stanley Kubrick, qui dans Shining a compris qu'en découpant les parents et les enfants, on appliquait au mieux la séparation des responsabilités. Diviser pour mieux régner, souvenez-vous de cette formule ou de cette image, elle est bien aussi. Deuxième conseil, qui a l'air tout simple mais qui est étonnamment puissant, utiliser la décoration pour étendre un composant. Alors j'utilise ici le terme décoration pour parler de wrapper un composant autour d'un autre. Et le terme étendre dans le sens de l'héritage. En fait, je devrais plutôt dire spécialiser que étendre. Vous savez, dans l'héritage en programmation orientée objet, on dit que la classe chien étend la classe animal, mais en fait elle la spécialise. Et voilà comment ça s'applique aux composants. Imaginons que vous avez développé un composant input pour afficher un champ de formulaire. Ce composant, il accepte notamment une propriété type pour spécifier le type de champ à afficher. Et pour spécialiser ce champ input, par exemple pour en faire un champ text input ou number input, la bonne pratique, ça consiste à réutiliser le composant input initial en le décorant, c'est-à-dire que le composant text input va déléguer sa logique au composant input, mais en fixer une ou plusieurs propriétés. Donc vous voyez la notion de spécialisation. La plupart des langages utilisent l'héritage pour implémenter la spécialisation. Avec un moteur de composants, on utilise plutôt la décoration, qui est une forme de composition. Là où ça devient intéressant, c'est quand on combine cette décoration avec le conseil précédent. Par exemple, dans ReactAdmin, on a un composant layout qui affiche les éléments d'interface courants, comme la barre supérieure ou le menu de navigation. Pour configurer ces éléments, au départ, on avait un composant layout qui exposait beaucoup de propriétés, comme logo, title, menu items. Tellement de propriétés, en fait, que ce composant layout il devenait difficile à utiliser et à maintenir. Et donc, on a appliqué le premier conseil et on a décomposé layout en plus petits composants, comme appbar ou sidebar. Layout utilise à présent ces sous-composants dans son rendu, et l'utilisateur peut les surcharger via les propriétés de layout. Maintenant, si j'utilise la décoration sur ces sous-composants, ça me permet de personnaliser le logo en décorant le composant appbar en myAppbar, ou de personnaliser le menu en décorant le composant sidebar en mySidebar. Et il ne me reste plus qu'à injecter ces deux composants décorés dans le layout pour obtenir un composant myLayout, lui aussi décoré. Ou pour utiliser une analogie facile, pour décorer un appartement, il suffit de décorer chacun des meubles de l'appartement. La décoration de sous-composants, elle permet de présenter des composants simples, puissants, testables et configurables.
Ce qui m'amène à mon troisième conseil. Un composant ne doit pas regarder ce que font ses enfants, ni décider de ce qu'il doit faire en fonction de ses enfants. C'est une erreur très courante, mais qui crée plein de problèmes, je vous explique. Si je reviens 2 minutes à la liste de contenu, à sa data grid, dans cet exemple, vous voyez le code qui permet de créer la table qu'il y a dessous, mais comment est-ce que la data grid va faire pour afficher les en-têtes de colonnes? Le titre de chaque colonne vient de la propriété source des enfants de data grid, comme ici ID, title ou publistat. La première idée qui vient à l'esprit, c'est que le composant data grid va itérer sur tous ces composants enfants, lire leurs propriétés sources et puis l'utiliser pour afficher le header. Et ça marche. Sauf que si jamais un des composants fils de data grid n'a pas de propre source, par exemple si on veut le décorer avec un autre composant pour lui donner par exemple un style particulier, eh ben, cette approche ne marche plus. En fait, regarder ce que font ces enfants, c'est une violation de la séparation des responsabilités. C'est le composant field en fait, qui devrait avoir la responsabilité d'afficher non seulement le contenu, mais aussi le titre de la colonne, pas la data grid. Donc il ne faut jamais qu'un composant inspecte ses enfants et prenne des décisions en fonction de leur nature ou de leur propriété. Au contraire, les composants doivent déléguer le plus possible à leurs enfants et les laisser faire. Vos enfants devront se débrouiller eux-mêmes et vous ne pourrez pas l'empêcher. Autant s'y habituer tout de suite. Mais revenons aux composants. Comment est-ce qu'un composant peut afficher plusieurs choses différentes, comme une en-tête de colonne et le contenu d'une colonne, dans l'exemple précédent? C'est mon 4e conseil. Il faut faire des composants qui savent se rendre plusieurs fois. C'est un pattern qu'on utilise régulièrement dans React Admin et qui consiste à donner à un composant une double responsabilité. Voilà comment ça marche. La data grid, elle va cloner ses enfants 2 fois, une fois pour le header et une fois pour le contenu. Pour le header, elle va lui passer une intention header, qui est un message qui dit à son enfant ben, dessine-toi dans le cadre du header. Et pour le contenu, elle lui passe une intention content, qui est un message qui dit à son enfant dessine-toi dans le cadre du contenu. Et en bas, vous voyez un exemple d'implémentation multi-intention du composant textfield. Et s'il est décoré, ben, ça continue à marcher puisque la data grid ne regarde pas les propriétés de ses enfants. Et dans React Admin, on utilise cette technique pour les filtres. Les filtres, c'est le composant qui définit les champs qui serviront à la recherche sur une liste. Mais ces filtres, ils doivent pouvoir apparaître sous 2 formes. Lorsqu'ils sont activés sous forme de champ de recherche, et lorsqu'ils ne sont pas activés sous forme d'entrée dans une liste de filtres supplémentaires. Et ben, du coup, pour faire ça, le composant filter, il clone lui aussi ses enfants 2 fois avec 2 intentions différentes. Ça permet d'éviter toute supposition quant aux capacités de ses enfants. Alors attention à ne pas abuser de cette technique, parce que parfois cloner pour donner le don de double vue, c'est pas rendre service. Certaines vérités ne doivent pas être montrées à tout prix. Ces conseils me permettent de faire des composants bien découpés, mais pas forcément bien découplés. C'est à l'usage qu'on se rend compte si l'API d'un composant, c'est-à-dire les propriétés qu'il s'attend à recevoir, sont pratiques. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de se forcer à utiliser chaque composant indépendamment des autres. C'est ce qu'on fait naturellement en faisant des tests unitaires. L'équivalent du test unitaire dans un framework de composants, ça passe par ce qu'on appelle le shallow rendering. On ne fait pas un rendu complet, mais juste celui d'un composant en moquant ses props avec ses enfants. Ici, vous voyez le test unitaire d'un composant de pagination de React Admin qui est normalement passé en fils d'un composant list, mais testé ici en isolation. Et donc écrire des tests avec du shallow rendering, c'est un bon moyen de valider comment un composant se comporte en isolation. Un deuxième moyen, plus visuel celui-là, c'est de tester ces composants en les intégrant dans un storybook. Storybook, c'est le nom d'une librairie open source qui permet de publier une liste de composants documentés, mais de façon vivante, en utilisant le code qu'elle documente. Ici, c'est le storybook d'une librairie de composants de graphiques de données qui permet de jouer avec les propriétés pour faire varier l'aspect du comportement. Donc, Storybook, c'est un super outil pour les équipes qui développent des librairies de composants, des style guides, et pour les intégrateurs qui doivent utiliser ces composants. L'étape d'après, c'est d'intégrer cette bibliothèque de composants dans un éditeur visuel. L'outil que vous voyez ici s'appelle Framerix, et il utilise des bibliothèques de composants React. Donc, quand je vous disais qu'un intégrateur pourrait utiliser des composants aussi bien qu'un développeur, c'est à ça que je pensais.
Et un dernier moyen de développer ces composants en isolation, c'est de monter une cage de Faraday autour de votre bureau. Alors, seul inconvénient, vous risquez de plus avoir accès à Stack Overflow. Mais c'est quand même une solution à considérer, spécialement si vous préférez l'isolation des développeurs à l'isolation des composants. Alors, un jour ou l'autre, vos composants ils vont avoir des effets de bord, c'est-à-dire des effets qui sortent du périmètre du composant. Par exemple, dans une liste de données, le clic sur un intitulé de colonne, il peut déclencher un appel vers l'API pour récupérer les données triées selon un nouveau champ. Un bouton d'envoi de formulaire, il peut montrer une notification en dehors du formulaire si ce formulaire est invalide. Et puis si le formulaire est valide, l'effet, ça peut être de changer de page pour aller sur une page de liste, par exemple. Appel HTTP, notification, redirection, c'est des exemples d'effets de bord, side effect en anglais. Et le problème, c'est que si vous gérez vos effets de bord directement dans les composants, adieu la portabilité. Regardez sur cet exemple. Un composant validate permet de valider un contenu côté serveur en appelant une URL /validate sur une API. Ici, l'effet de bord, c'est l'appel HTTP via fetch. Il est hard-codé dans le composant. Maintenant, imaginez si l'API exige que les appels soient authentifiés par un token JWT ou si les routes sont en français. Dans ce cas-là, impossible de réutiliser ce composant validate. La solution, ça consiste à ne pas laisser un composant lancer des effets de bord. Au lieu de ça, les composants ils peuvent appeler des fonctions que leur passent leurs parents pour envoyer des événements à l'extérieur. On dit aussi dispatcher des actions. C'est ce que fait ici la fonction fetchAPI. Alors ça implique que vous utilisiez une librairie de gestion d'actions et d'états. Ici, c'est Redux. Et probablement une librairie d'effets de bord compatible. Pour Redux, ça peut être Redux Sync, Redux Saga, Redux Observable. La librairie de gestion d'effets de bord, elle réagira à certaines actions pour déclencher les effets, mais ailleurs dans l'application. Et ces effets pourront facilement être modifiés par le développeur, par exemple pour modifier l'URL à appeler. Mais tout ça se fera en dehors du composant qui deviendra, par là même, réutilisable. Le fait de sortir les effets de bord, il complexifie les composants. Mais c'est indispensable pour que ces composants ils soient vraiment transportables d'une application à une autre. Et cette solution, c'est un peu, à bien y réfléchir, celle qu'a adoptée Pablo Escobar, ici à gauche, pour diriger le cartel de Medellín en 1991, alors qu'il était officiellement emprisonné par le gouvernement colombien. Il était isolé dans un palais qu'il avait lui-même construit, pour la petite histoire, mais il continuait à diriger le plus grand trafic de cocaïne de tous les temps en envoyant des messages par fax. Et c'est son équipe qui s'occupait des effets de bord, comme le transport de drogue, la corruption, les assassinats. C'est un bon exemple pour nous, les développeurs web. En fait, si on pouvait faire des composants comme Pablo Escobar faisait du trafic de drogue, en déléguant les effets de bord, on serait sur la bonne voie. Dernier conseil, et celui-ci est plus controversé puisqu'on y parle de CSS in JS. Si vous stylez vos composants en mettant des classes qui font référence à une feuille de style globale, vous n'avez pas complètement compris le principe des composants parce qu'il s'agit de pouvoir encapsuler à la fois la logique et la présentation dans un module autonome et réutilisable. Tenez ici, avec cette approche, pour afficher un bouton à bord arrondi, je dois charger la feuille de style de Bootstrap qui me fournit les classes BTN et BTN large. Mais non seulement ce composant n'est pas utilisable sans la feuille de style, mais surtout, j'oblige les utilisateurs à télécharger 141 kilooctets de CSS juste pour afficher un bouton, et 99% de ce CSS ne les concerne pas. C'est un peu comme si, pour réserver une table dans un restaurant, j'étais obligé de signer un contrat de 20 pages, écrit dans un jargon juridique incompréhensible, dans lequel une clause écrite en Arial 6 garantit que les restes de mon repas seront conservés pour examen ADN en cas de non-versement du pourboire. C'est écrit un tout petit, vérifier. Je ne sais pas si vous acceptez ce genre de choses, mais moi non. Et donc quand je fais des composants, c'est pareil. J'essaie de faire que chaque composant puisse être utilisé indépendamment, y compris des feuilles de style. Dans sa plus simple expression, le CSS in JS, ça consiste à mettre les styles directement dans le code du composant, comme ici avec la propriété style. Là, on ne peut pas dire, c'est bien encapsulé. C'est aussi affreusement laid. Si vous avez vomi en voyant ça, sachez que ce n'est pas la solution que je préconise. Et oui, parce que pour surcharger ce style-là, il va falloir mettre des points d'exclamation importants partout. Et en plus, les styles seront dupliqués à chaque utilisation du composant.
Donc, quand je dis CSS in JS, je pense plutôt à des librairies spécialisées qui vous permettent d'éviter les styles inline. Ici, j'écris les styles dans le fichier du composant, mais in fine, ils vont se retrouver dans une feuille de style commune, recomposée par la librairie de CSS in JS au moment du build. Et dans cet exemple, j'utilise JSS, qui est une librairie de CSS in JS intégrée à Material UI. Elle transforme des styles écrits en JavaScript en classes CSS qui sont injectés dans le document HTML, et mon composant ne récupère que les noms de ces classes générées qu'il peut utiliser dans son markup. Il y a plein d'autres solutions de CSS in JS alternatives à JSS, Style Component, Emotion, Radium. Et en plus de colocaliser le style et les comportements, eh ben, elles offrent des fonctionnalités bien plus avancées que ce que permet le CSS statique. Juste un exemple de ces fonctionnalités avancées, le theming. Ici, avec JSS, je choisis que la couleur du bouton n'est pas bleue, comme sur l'exemple précédent, mais la couleur primaire du thème. Et donc un développeur pourra, sans retoucher le code de ce composant, eh ben, changer sa couleur en fournissant plus haut dans la chaîne un thème personnalisé. Les librairies de CSS in JS, elles s'occupent des préfixes vendeurs spécifiques, elles supportent les media queries, elles permettent d'extraire et de compiler les styles dans une feuille externe et pour la cacher. Comme ça, les utilisateurs ne souffrent pas en termes de performance. Quand on découvre CSS in JS, quand on goûte au style dans les composants, c'est un peu comme quand on regarde pour la première fois de sa vie une comédie musicale. Après ça, on n'arrive plus à voir un film où personne ne danse ni ne chante. C'est vrai, moi, quand je regarde un film de Spider-Man, j'attends le moment où Peter Parker il va chausser ses claquettes pour montrer au Gobelin Vert qu'avec avec quelques rimes et un peu d'amour, eh ben, tous les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Et ça conclut ma liste de 7 conseils pour réussir ces composants. Avec les techniques que je viens de vous exposer, on a créé des composants domaines spécifiques qui couvrent la plupart des besoins des applications d'administration. Et le résultat, c'est qu'on développe des interfaces d'administration méga vite. React.admin est tellement rapide qu'il nous sert d'outil de prototypage. Au lieu de faire des mock-ups sur Sketch, on les fait en React, sauf qu'à la fin du prototypage, eh bien, l'application est finie. Alors je me la pète, mais en même temps, je viens de vous donner la recette pour faire la même chose, pour créer votre propre DSL avec ces composants. Vous aussi, vous pouvez développer 10 fois plus vite grâce à React, ou bien grâce à WinDev, mais ça c'est l'objet d'une autre conférence. Et au-delà du prototypage, le gros avantage des composants, c'est qu'ils offrent une productivité constante, quelle que soit la complexité de l'application. Comme on le voit sur ce graphique totalement pas basé sur des données réelles. Avec n'importe quelle autre solution, plus une application est grosse, plus une évolution prend du temps à implémenter. Avec une approche par composant, c'est plus le cas. Les développeurs ont toujours la même vitesse de développement au démarrage comme après 3 ans de projet. Et je ne le répéterai jamais assez, le gros avantage d'un composant, c'est que vous pourrez le remplacer par un autre de même forme. Tout comme vous pouvez utiliser une imprimante 3D pour créer vos propres formes de Lego, et bien dans une application construite avec une bibliothèque de composants comme React.admin, vous pouvez remplacer n'importe quel composant par le vôtre. À l'inverse d'un framework, une bibliothèque de composants, elle ne vous limite jamais. Et cette notion de composant, c'est donc une bonne modélisation, puisqu'elle simplifie le développement et qu'elle ouvre plein de nouvelles possibilités. Voilà, je pense que tout ça fait de moi officiellement un AFOC, un Adult Fan of Component, et non pas un acronyme français outrageusement capillotracté. Non, je suis bien un Adult Fan of Component. Et pour nous, les AFOC, collaborer sur un projet avec des composants développés comme ça, c'est un peu comme faire des Lego en accéléré. C'est fun, c'est rapide, c'est super réactif, ça facilite la collaboration, l'invention. En fait, on n'a pas l'impression de travailler. Développer des applications web, ça devient un jeu d'enfant. Alors je peux que vous conseiller d'en faire autant. Et en conclusion, si vous devez retenir qu'une seule slide de ma conférence, c'est celle-ci. On y voit que j'ai parlé pendant 45 minutes pour pas grand-chose en fait, mais c'était un plaisir de partager ça avec vous. Et si vous avez envie de jouer avec des composants qui sont déjà faits comme ça, eh ben, je suis sûr que vous aurez peut-être bientôt un back-office à développer qui vous permettra d'essayer React.admin. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous remercie. Est-ce qu'on a 5 minutes pour des questions? On a 5 minutes pour des questions.
Oui, Xavier. Merci François, toujours un plaisir tes interventions. ReactAdmin a été construit autour du REST pour communiquer sur les API. Quid de GraphQL? Je sais qu'en plus tu apprécies particulièrement. Oui, alors c'est une bonne question. On a construit ReactAdmin sur le principe, enfin, ça venait de l'expérience d'avoir construit plein d'admins auparavant, mais server-side, parce que côté serveur, on a souvent un modèle de données, et donc c'est plus facile de générer une administration basée sur ce modèle de données que de le faire client-side. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que dans la plupart de nos applications, il y avait une API REST qui était faite pour le front, et donc autant réutiliser cette API REST pour le back. Et donc on a construit une admin basée sur une API REST. Mais comme REST, c'est pas un standard, on a été obligé d'imaginer une couche d'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, ReactAdmin ne parle pas le REST, il parle un langage à lui, avec des verbes qui ne sont pas get, post, put, delete, mais get list, get one, etc. Et le développeur doit faire une petite couche d'adaptation pour que ça parle à son serveur REST à lui. Et puis quand GraphQL est arrivé, on s'est dit, mais en fait, pour parler à un serveur GraphQL, il y a juste à changer cette petite couche au milieu. Et c'est ce qu'on a fait. Et en une demi-journée, on avait un admin on REST, un ReactAdmin, pardon, ça s'appelait admin on REST à l'époque, un ReactAdmin qui parlait à un serveur GraphQL. Et donc, aujourd'hui, ReactAdmin, j'y arrivais, est compatible avec REST, avec GraphQL, avec les protocoles buffer, avec une API en... je sais pas moi, avec des fichiers séquentiels indexés envoyés en binaire, enfin, avec ce que vous voulez. Il suffit de développer une petite application, enfin, un petit script d'une centaine de lignes pour traduire le vocabulaire de ReactAdmin dans la façon dont parle votre administration, votre API. Merci. Question là-bas, au fond. Merci. Juste une petite question sur les slots. Enfin, moi, je viens de Vue. Est-ce que vous les conseillez? Est-ce que vous avez un retour d'expérience là-dessus sur une librairie de composants? Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Voilà, on peut avoir un retour d'expérience sur des slots. Je ne comprends pas ce que tu entends par slot. C'est-à-dire que dans le composant, tu vas définir une balise dans laquelle tu peux overrider le contenu templating. C'est ce que je montrais tout à l'heure avec les propriétés. C'est-à-dire que la plupart des composants qu'on développe, ils acceptent des propriétés qui sont des composants eux-mêmes. Et donc il n'y a pas de mécanisme spécial pour faire des slots, c'est juste le passage de propriétés classiques. Donc tu es plutôt convaincu à utiliser la plupart du temps? Je ne sais pas si je suis convaincu, mais nous on l'utilise tout le temps parce qu'on a ces besoins-là et ça rend... ça supprime le besoin de configuration. C'est quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire qu'on n'a aucun fichier de configuration dans ReactAdmin, tout est composant. Si je veux faire, si je dis par exemple, moi j'ai une app bar, une barre supérieure qui va être rouge, plutôt que de dire je vais mettre une propriété couleur à l'app bar, ce que je vais faire c'est que je vais décorer mon composant app bar en lui mettant un style particulier, et c'est cette nouvelle app bar que je vais passer au layout. Donc il n'y a pas de configuration, c'est juste de la composition. Alors ça ressemble à ce que tu décris sur les slots, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose en Vue, mais plus les composants sont découpés et plus ils sont composables, effectivement, plus ce sera puissant et facile à surcharger. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui. Merci François pour cette présentation. Est-ce que tu as un usage ou une expérience de réutilisation de composants côté front? Enfin côté, parce que là c'est du back. Oui. Est-ce que vous réutilisez des composants côté front? Alors non, pour deux raisons. La première, c'est celle que j'ai exposée dans cette présentation, c'est que souvent ils sont domaine spécifiques et que si on développe quelque chose pour un client sur un domaine, il y a peu de chances qu'on ait un autre client sur le même domaine parce que sinon on aurait deux clients concurrents et en général ils n'aiment pas trop ça. La deuxième raison, c'est que
Ça nous demanderait, nous, d'investir sur ce domaine. L'investissement sur React Admin, c'est à peu près 2 ans de développement. Et donc, on a choisi de faire cet investissement parce qu'on savait qu'on pourrait l'amortir sur un certain nombre de projets. Mais le faire sur un domaine spécifique, aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de spécialisation métier pour le faire. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit faisable et je ne suis pas sûr que ce soit rentable pour